Et puis, il y a 2 candidatures, 2 dépôts politiques. 2 dépôts politiques. Pour moi, c'est le dépôt de la candidature de Tidiane Thiam aujourd'hui et celle de Laurent Gbagbo, je pense, demain. En toute logique, on sait très bien que ces candidatures seront rejetées par le Conseil constitutionnel parce que tout simplement, ces 2 candidats ne sont pas électeurs, donc ils ne seront pas théologiquement candidats. Mais pour ces partis politiques, notamment le PPACI et le PDCI, c'était important peut-être pour eux de marquer un coup politique, de se dire qu'on peut encore mettre la pression, d'entretenir l'espoir d'une décision et aussi de faire rêver leurs militants. Donc aujourd'hui, certains de leurs militants croient encore. Je pense que ces 2 dépôts-là sont des dépôts politiques, même s'ils ont très peu de chances d'aboutir. Et puis il y a Simone Gbagbo dont on parle, qui, un peu comme Pascal Affi-N'Guessan, va à mon avis tenter de récupérer, d'incarner la gauche, surtout qu'il y a de très fortes chances que Laurent Gbagbo, en dépit de sa candidature, ne participe pas à l'élection. Mais est-ce qu'ils pourront incarner, est-ce qu'ils pourront rassembler, est-ce qu'ils pourront rattraper? Et puis, ça a annoncé mardi le dépôt de Alassane Ouattara, qui pour moi, est l'ultra favori de ces élections, encore plus que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo seront sans doute pas candidats. Pour lui, pour Alassane Ouattara, il est important de faire le maximum. Il est important d'amener ses militants à voter le maximum pour atteindre un taux de participation honorable qui pourra lui donner, en plus de sa légalité, un minimum de légitimité. Voilà, a priori, le regard que je peux porter sur les candidatures qui ont été faites. Merci beaucoup. Arthur Kamenan Yoboué, c'est à vous. Oh oui, M. Derassouba, j'observe qu'il y a la particularité que cette élection de 2025 met à l'épreuve l'ensemble des partis politiques, surtout ceux qui sont définis comme traditionnels. Donc on constate que lorsque la vague de dépôt de candidature a été annoncée, il y a eu beaucoup de secousses à l'intérieur non seulement du PPACI, à l'intérieur du PDCI, et bon, ça a été stabilisé au niveau du RHDP. Mais cette élection-là met en évidence un fait. Le fait, c'est que ça fait retracer la politique comme étant une activité sociale, mais dans sa forme d'exécution, on observe que en Côte d'Ivoire, l'une des particularités de cette activité-là, c'est qu'elle s'est positionnée comme celle qui permet d'avoir un accès facile à certaines ressources. Voilà. Lorsque vous avez manifesté un engagement politique et que vous êtes soit militant ou vous appartenez à un parti politique, l'une des choses qui se dégage depuis tous les régimes qui se sont succédés, c'est que vous avez un accès privilégié en mobilisant votre appartenance. Et c'est ce qui justifie ce balai de nouveaux venus. Et quand vous regardez ces nouveaux venus, ils sont beaucoup composés de jeunes qui veulent apporter leur voix. De jeunes qui veulent apporter leur voix. Donc, je comprends un peu cette opportunité qui se présente à eux. Ils se disent, bon, voici ce qui a été fait et nous pensons que nous pouvons apporter autre chose. Mais en même temps, on aura l'occasion de revenir dessus sur la deuxième partie de la question. Mais je souligne que cette élection a suscité des candidatures spontanées et puis des candidatures qui, pour moi, permettent de repositionner certains acteurs. Je fais allusion, par exemple, à Tidiane Thiam, à Jean-Luc Billon, à Affi-N'Guessan, mais particulièrement à Saleh Temoko. Je reviendrai sur lui, mais je voudrais faire le point sur Affi-N'Guessan par rapport à sa dynamique. Quand vous regardez dans son cheminement, il s'est positionné depuis son appartenance avec le FPI de Laurent Gbagbo, dans ses démarches avec tantôt ses alliances, ses rapprochements avec le parti, le RHDP. Et aujourd'hui, lorsqu'il a posé sa candidature, il y a un discours qu'il a dit, qui m'a marqué. Il dit, il fait tout pour que le règne, c'est son mot, le règne d'Alassane Ouattara s'arrête. J'ai dit, waouh! Donc, il conçoit la façon dont le président gère comme étant un règne qui vraiment met la Côte d'Ivoire dans une situation d'autorité. Donc, j'ai noté que l'une de ses ambitions, c'est vraiment le fardeau de cette candidature-là, c'est de porter, d'amener tous ceux qui pensent que le candidat du RHDP oppresse la population. Donc lui, il se positionne comme celui-là qui va
vraiment fait tout, et ce sont ces concepts, je n'invente rien, il dit on fera tout pour que son règne s'arrête. Il dit, voici un discours qui est présenté. L'autre discours également qui est mis en évidence, c'est celui de la candidature de rupture. Je ne me rappelle pas trop de celui qui a déposé cette candidature, mais il a dit que c'est une candidature de rupture avec l'ordre qui a été établi depuis. Et quel est l'ordre? Comme nous essayons de lire, c'est que ce qui est structurel, c'est que lorsque les partis politiques sont dans l'opposition, ils mettent en évidence toutes les failles de celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas trop ce concept d'opposition et de pouvoir, parce que ce qui a donné cela, c'est comme si, même si l'activité de celui qui est au pouvoir fait des choses qui vont dans le sens de l'amélioration, le fait qu'il soit opposant, on a constaté que l'une des choses qui se manifeste, c'est de décrier, même si ces choses ont un intérêt général. Donc, on vous répondra que l'opposition est là pour s'opposer. C'est ce qui revient de façon classique quand on fait ce débat. Oui, mais pas au détriment de l'intérêt général. On est d'accord. Pas au détriment de l'intérêt général. Donc, je note que c'est dans cette dynamique que cette catégorie d'acteurs-là, que moi j'appelle ceux qui s'inscrivent dans une logique de conquête de pouvoir, se sont inscrits. Et celui qui a parlé de changement, de rupture, c'est une autre façon pour lui de faire la politique autrement. Et là, je rejoins Arthur sur le fait que Assalé se positionne comme cet acteur-là qui, à travers un mouvement, veut apporter un changement nouveau. Et ça me fait glisser sur ceux qui ont positionné leur candidature de façon spontanée. C'est-à-dire que c'est comme si vous passez et vous entendez que nous sommes en train de déposer les candidatures, et puis bon, vous partez, vous prenez un nœud papillon, vous venez vous déposer la candidature. C'est comme s'il n'y a pas de préparation et ça met en mal la fonction même que vous voulez exécuter. Alors que la candidature fait acte de quoi? C'est un processus d'abord qui vous habilite à diriger une nation. Même pas un village, même pas votre famille, mais une nation. Une nation qui non seulement est positionnée comme une leitmotiv sur l'espace régional, une nation qui a été fondée par des personnes d'une certaine carrure, et la façon dont on aborde la question, c'est vraiment pas valorisant pour le poste même qu'on souhaite avoir. Donc, pour revenir sur ce point, c'est pour signifier que faire à des candidatures nécessite une préparation d'avance. Une préparation. Et entrer en politique, c'est tout cela qu'il faut mettre en évidence. Or, quand j'observe actuellement dans le champ politique, ceux qui ont officiellement présenté leur plan d'action, leurs objectifs sont rares. On n'a pas le programme clair de tous ceux qui ambitionnent diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez demander à quelqu'un sur quelle base vous allez certainement voter telle personne, c'est sûr que ce n'est pas sur la base du programme, parce que ce programme n'a pas été vraiment détaillé. Et ça, c'est vraiment une contradiction dans cette approche-là d'accéder à la magistrature suprême. Ce que je peux dire. Alafé Ouakili? Oui, merci. Il y a 4 ou 5 points que je voulais évoquer. Le premier, c'est que, bon, pour l'instant, on a une trentaine de candidats. On aura peut-être 40. 70. On aura peut-être 40, 50, 70, je ne sais pas. Et vous verrez que il y a une volonté générale d'aller à l'élection. Et il y a un sentiment de refus de boycott, y compris des partis qu'on pouvait soupçonner de boycotter, notamment le PPACI et le PDCI pour l'instant. Lorsque l'on a 50 candidats, 70 candidats à un concours ou à une élection, et qu'il y a peut-être 10, 15 qui sont admis ou retenus, que 2 ne le seraient pas, est-ce que, parce que 2 sont recalés, s'ils font un recours, ça ne marche pas, est-ce qu'après, il faudra bloquer le concours? Est-ce qu'après, il faut bloquer l'élection? Est-ce qu'après, ceux qui n'auront pas été retenus seront fondés et légitimes à vouloir perturber la suite du processus? Voilà en fait dans quoi nous sommes engagés. Voilà les enjeux, la leçon à tirer pour ceux qui font preuve de bonne volonté, qui font preuve de responsabilité et d'esprit citoyen en partant à la CI malgré leurs réserves passées. Et malgré la suspension aussi de leur participation, ils repartent vers la CI, ils semblent lui renouveler leur confiance et au-delà de la CI, aux autres institutions, notamment le Conseil constitutionnel, qui n'ont jamais remis en cause à ce jour
et qu'il, d'après eux, devra travailler en toute transparence, en toute objectivité, en espérant que d'emblée, toutes les parties accepteront ce que le Conseil constitutionnel pourra dire. Ça, c'est un. De deux, je veux noter qu'on a au niveau de l'opposition des stratégies qui se sont individualisées avec, on dit, bon, le destin individuel, la responsabilité pénale est individuelle, donc aussi le destin politique, l'ambition politique, le destin politique est individuel. Et au-delà des fronts communs ou des fronts pas communs, au-delà des coalitions, on a vu que les membres de chaque entité partent un à un et pas en front commun, ni en coalition à la CI. Ça aussi, c'est à observer. Et puis, bon, ils n'avaient pas pris d'engagement de partir ensemble, mais ce moment-là était prévisible, il est arrivé. Maintenant que les ambitions ou les destins vont être individuels, prenons cas pratique. Il y a la coalition, la CAPSI, qui avait des leaders. Il y en a qui peuvent être candidats, il y en a qui ne pourront pas être candidats. Comment ça va continuer? Maintenant, on a l'impression qu'il y a un front de ceux qui ne vont pas être candidats face au front de ceux qui peuvent être candidats. Sans vouloir me prononcer sur ce que le Conseil constitutionnel pourra dire, je veux noter qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo n'a pas été sur la liste des candidats pour 3 raisons. Parmi ces 3 raisons, il y a une qui demeure toujours. Je veux noter que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Guillaume Soro, n'a pas été candidat en 2020 pour une raison. Cette raison demeure et cette année, il a choisi de ne pas être candidat. Je veux noter que Blé Goudé comprend que la raison qui a empêché le président Gbagbo d'être candidat en 2020, qui demeure le concernant, qui empêche aujourd'hui M. Guillaume Soro d'être candidat, qui fait qu'il n'a pas déposé sa candidature, l'empêche, lui, d'être candidat. Je veux noter aussi que M. Akossi Benjo, qui était au devant du dépôt de la candidature du président Thiam, lui-même n'a pas pu être candidat pour être président du PDCI et qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il a admis, il a reconnu cela, n'empêche que la même raison qui en bloquait, eux, ils ont estimé que le Conseil constitutionnel, eu égard peut-être à des paramètres extérieurs ou à d'autres constats, pourrait éventuellement valider leur candidature. Nous allons observer et voir ce que ça va donner. Je voudrais terminer en notant l'un des mots du président Affi N'Guessan au sujet de la CEI, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a dit ceci: nous sommes heureux d'être là, même si à des moments particuliers, nous avons mis en doute votre légitimité à conduire le processus électoral. Mais nous sommes des républicains et tant que la loi ni les institutions n'ont pas changé, nous avons ce devoir républicain de travailler avec les institutions. C'est sur la base de cette conviction que nous sommes là, dans le respect des institutions établies par l'État, pour déposer notre dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, avec l'espoir que nous serons ensemble dans la confiance pour conduire le processus électoral. Et je crois que le ministre Alain Cocotré a dit à peu près la même chose. Vous êtes là pour un moment historique. Nous sommes heureux d'être là et nous vous remercions d'être témoins de ce moment. C'est bien, on applaudit. Il faut espérer que nous soyons en mesure d'applaudir dans quelques jours encore lorsque le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision, quelle que soit cette décision. C'est cet esprit de responsabilité, d'apaisement et de sérénité que nous voudrions souhaiter tout au long du processus qui est en cours. Très bien. Arthur Banga? Non, moi je ne partage pas l'optimisme Alafé sur la réaction face au Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de magie. Hein. Tout le monde, Alafé vient de le dire, dans les raisons qui ont fait qu'on a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo en 2020, il demeure au moins une raison. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel va changer de vision entre 2025 et 2020 alors qu'on a les mêmes conditions. Et il y a la même raison pour Tidiane Thiam, il n'est pas électeur, donc il ne sera pas candidat. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on peut faire un geste politique. Mais aujourd'hui, c'est clair que demain, on a l'habitude, demain, quand le Conseil constitutionnel va dire ce qui est logique, donc ils ne seront pas candidats, ils vont à quoi accuser le Conseil constitutionnel? Ils l'ont déjà fait plusieurs fois.
Je prends l'exemple pour le PPACI de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la justice ivoirienne. À chaque fois qu'une décision est contraire à ce qu'ils souhaitent, l'institution n'est pas crédible. On l'a vu ici avec la même CEI, la même justice, qu'elle a retiré le nom de Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais eu d'attitude républicaine quand ça ne les arrange pas. Je ne vois pas pourquoi ils vont changer aujourd'hui. Donc pour moi, non, on sait tous, tout le monde, y compris Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam eux-mêmes, savent que leurs candidatures seront rejetées. Donc il ne faut pas rêver, ils ne vont pas accepter On va y revenir.